Ce soir, nous allons parler d'un nombre que tu connais probablement. 299 792 458 mètres par seconde. La vitesse de la lumière. Le chiffre le plus fondamental de toute la physique moderne. La limite absolue de l'univers. La vitesse maximale à laquelle quoi que ce soit peut se déplacer. Depuis plus d'un siècle, ce nombre est gravé dans les fondations de la science. Il est au cœur de la relativité d'Einstein. Il est dans chaque équation de la physique moderne. Il est enseigné dans chaque école, dans chaque université, dans chaque manuel de physique du monde entier. E égale mc au carré. Cette équation simple, que tout le monde reconnaît, même sans comprendre, repose entièrement sur ce nombre, sur la vitesse de la lumière, sur l'idée que cette vitesse est constante, universelle, inviolable, absolue. Mais voici ce que personne ne te dit, ce que les manuels scolaires omettent soigneusement, ce que même beaucoup de physiciens n'aiment pas discuter ouvertement. La vitesse de la lumière n'est peut-être pas ce que nous pensons qu'elle est. Elle n'est peut-être pas aussi absolue que nous le croyons. Elle n'est peut-être pas aussi constante que nos équations le supposent. Et dans certaines conditions, elle peut être dépassée, pas violée, pas contournée, pas ignorée, mais dépassée, légitimement, dans le cadre de la physique elle-même. Ce soir, nous allons explorer la vérité complète sur la vitesse de la lumière. Pas pour démolir la physique moderne, pas pour prétendre qu'Einstein avait tort, mais pour comprendre quelque chose de plus profond et de plus fascinant que la version simplifiée que l'on nous enseigne. La réalité est toujours plus étrange que le manuel, et la réalité de la vitesse de la lumière est l'une des choses les plus étranges que la physique ait jamais découvertes. Si tu aimes explorer les mystères profonds du cosmos, prends un instant pour t'abonner. Ça aide l'abîme à atteindre d'autres esprits curieux. Maintenant, commençons. Avant de parler de ce que la vitesse de la lumière est vraiment, il faut comprendre comment nous l'avons mesurée. Parce que l'histoire de cette mesure est en elle-même extraordinaire et elle révèle quelque chose de fondamental sur ce que cette vitesse signifie vraiment. Pendant des siècles, les philosophes et les scientifiques ont débattu d'une question simple. La lumière voyage-t-elle instantanément ou a-t-elle une vitesse finie? Aristote pensait que la lumière était instantanée. L'illumination d'un espace se produisait selon lui sans délai perceptible. Descartes était du même avis. Même Kepler pensait que la lumière n'avait pas de vitesse mesurable. La première indication sérieuse que la lumière avait une vitesse finie est venue d'une observation astronomique inattendue. En 1676, l'astronome danois Ole Rømer étudiait les lunes de Jupiter. Plus précisément, il observait Io, la lune volcanique que nous avons mentionnée dans d'autres documentaires. Io orbite autour de Jupiter avec une précision remarquable. Sa période orbitale est extrêmement régulière. Rømer utilisait les éclipses d'Io, les moments où la Lune disparaissait derrière Jupiter, pour calibrer ses horloges astronomiques. Si Io avait une orbite parfaitement régulière, ces éclipses devaient se produire à des intervalles parfaitement prévisibles. Mais Rømer remarqua quelque chose d'étrange. Quand la Terre se trouvait du côté de son orbite le plus proche de Jupiter, les éclipses d'Io se produisaient légèrement plus tôt que prévu. Quand la Terre se trouvait du côté opposé de son orbite, plus loin de Jupiter, les éclipses se produisaient légèrement plus tard. La différence totale
était d'environ 22 minutes selon les mesures de l'époque. Römer en tira une conclusion révolutionnaire. La lumière ne voyageait pas instantanément, elle avait une vitesse finie. Et quand la Terre s'éloignait de Jupiter, la lumière mettait plus de temps à parcourir la distance supplémentaire. En utilisant la distance estimée entre la Terre et le Soleil, Römer calcula que la lumière voyageait à environ 220 000 km par seconde. Ce n'était pas parfaitement précis. La vraie valeur est d'environ 300 000 km par seconde. Mais c'était la première mesure de la vitesse de la lumière de l'histoire. Et elle montrait que la lumière avait une vitesse finie, que quand tu regardes une étoile, tu ne la vois pas telle qu'elle est maintenant. Tu la vois telle qu'elle était quand la lumière a quitté sa surface, il y a des années, des siècles, des millénaires, des millions d'années, selon la distance. Mais la vraie précision dans la mesure de la vitesse de la lumière vint beaucoup plus tard. En 1849, le physicien français Hippolyte Fizeau conçut la première mesure terrestre de la vitesse de la lumière. Son dispositif était ingénieux dans sa simplicité. Une roue dentée tournant à grande vitesse. Une source de lumière envoyant un faisceau à travers les dents de la roue. Un miroir lointain renvoyant la lumière vers la source. En ajustant la vitesse de rotation de la roue, Fizeau pouvait faire en sorte que la lumière envoyée à travers une dent soit bloquée par la dent suivante à son retour. En connaissant la vitesse de rotation et la distance jusqu'au miroir, il pouvait calculer la vitesse de la lumière. Il obtint environ 315 000 km par seconde. Pas parfait, mais remarquablement proche pour une expérience de laboratoire de l'époque. Au fil des décennies suivantes, les mesures s'affinèrent. Albert Michelson, un physicien américain, consacra une grande partie de sa carrière à mesurer la vitesse de la lumière avec une précision croissante. Entre 1877 et 1926, il réalisa plusieurs séries d'expériences avec des miroirs rotatifs et des parcours optiques très longs. Ces meilleures mesures donnaient des valeurs très proches de la valeur moderne. Et finalement, en 1983, la communauté scientifique internationale prit une décision remarquable. Ils ne mesuraient plus la vitesse de la lumière. Ils la définirent. Exactement 299 792 458 mètres par seconde. Pas approximativement, exactement. Et ils redéfinirent le mètre en conséquence. Le mètre n'est plus défini par un artefact physique ou par un nombre de longueurs d'onde d'une radiation particulière. Le mètre est maintenant défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en un 299 792 458e de seconde. Ce renversement est extraordinairement important. Ce n'est plus la lumière qui doit se conformer à notre définition du mètre. C'est notre définition du mètre qui se conforme à la lumière. La vitesse de la lumière est devenue une constante définitionnelle. Mais cette décision soulève une question profonde. Si nous avons défini la vitesse de la lumière par convention, est-ce que ça signifie qu'on ne peut plus vraiment la tester? Est-ce que ça signifie qu'elle est vraie par définition plutôt que par découverte? Et si la vraie vitesse de la lumière changeait légèrement, comment le saurions-nous si nous avons défini nos unités en fonction d'elle? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles ont des réponses. Et ces réponses sont fascinantes. Commençons par expliquer correctement pourquoi, selon notre compréhension actuelle,
rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, parce que la plupart des explications que tu as entendues sont simplifiées à l'excès. La vraie raison est bien plus profonde et bien plus étrange. La réponse courte que tout le monde donne est parce que Einstein l'a dit, parce que la relativité restreinte l'interdit. Mais ça n'explique rien. Ça ne fait que déplacer la question. Pourquoi est-ce que la relativité restreinte l'interdit? La réponse commence avec quelque chose que Michelson et Morley ont découvert en 1887. Une expérience qui aurait dû donner un résultat évident et qui a donné un résultat complètement impossible. À la fin du 19e siècle, les physiciens croyaient que la lumière se propageait dans un milieu appelé l'éther. Comme les ondes sonores se propagent dans l'air, les ondes lumineuses devaient se propager dans quelque chose. Et ce quelque chose s'appelait l'éther luminifère. L'éther était supposé remplir tout l'espace, être absolument immobile. Et la Terre se déplaçant à travers l'éther, la lumière devrait sembler aller plus vite dans une direction que dans l'autre. Exactement comme une personne nageant avec le courant va plus vite que quelqu'un qui nage contre le courant. Michelson et Morley conçurent une expérience exquise pour mesurer cet effet. Ils envoyèrent 2 faisceaux de lumière dans des directions perpendiculaires, les firent rebondir sur des miroirs et les recombinèrent. Si la lumière allait plus vite dans une direction que dans l'autre, les 2 faisceaux arriveraient à des moments légèrement différents, créant des interférences mesurables. Le résultat? Rien. Absolument rien. Les 2 faisceaux arrivaient exactement au même moment, quelle que soit la direction. La vitesse de la lumière était identique dans toutes les directions. Ce résultat était impossible dans le cadre de la physique de l'époque. L'éther n'existait pas, ou du moins ne fonctionnait pas comme prévu. La lumière se comportait comme si elle avait toujours la même vitesse, indépendamment du mouvement de l'observateur. C'est Einstein qui comprit en 1905 ce que ce résultat signifiait vraiment. Il prit ce résultat au sérieux et en tira les conséquences logiques. Si la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs, indépendamment de leur mouvement, alors le temps et l'espace ne peuvent pas être absolus. Ils doivent être relatifs. Ils doivent changer en fonction du mouvement de l'observateur. Voilà la relativité restreinte. Et voici pourquoi rien ne peut aller plus vite que la lumière. Quand un objet se déplace, son énergie cinétique augmente. Plus il va vite, plus il a d'énergie. Selon E égale mc au carré, l'énergie et la masse sont équivalentes. Plus un objet a d'énergie, plus sa masse effective augmente. Et plus sa masse augmente, plus il faut d'énergie pour l'accélérer davantage. À mesure qu'un objet approche de la vitesse de la lumière, sa masse effective augmente vers l'infini. Pour accélérer une masse infinie, il faudrait une énergie infinie, ce qui est impossible. Donc un objet ayant une masse au repos ne peut jamais atteindre la vitesse de la lumière. Il faudrait une énergie infinie. La lumière elle-même peut voyager à cette vitesse parce qu'elle n'a pas de masse au repos. Elle est fondamentalement différente des objets ordinaires. Voilà la vraie raison. Pas parce que Einstein a décrété une règle arbitraire, mais parce que la structure même de l'espace-temps impose cette limite. Parce que temps et espace sont liés à la vitesse de la lumière d'une façon si fondamentale que dépasser cette vitesse déformerait la causalité elle-même, causerait des paradoxes temporels, permettrait d'envoyer des informations dans le passé,
briserait la logique de cause à effet qui structure notre réalité. C'est pour ça que la vitesse de la lumière est une limite. Pas parce que la lumière est spéciale, mais parce que la structure de l'univers impose cette vitesse comme la frontière entre ce qui peut exister de façon cohérente et ce qui ne peut pas. Mais alors, comment l'univers peut-il violer cette règle? Comment certaines choses peuvent-elles aller plus vite que la lumière? La réponse révèle quelque chose de profond sur ce que la vitesse de la lumière est vraiment. Maintenant, voici la partie que personne ne t'a probablement expliquée correctement. Il y a plusieurs phénomènes bien réels et bien confirmés qui se déplacent plus vite que la lumière. Pas en violation de la physique, pas en contradiction avec Einstein, mais légitimement dans le cadre complet de la physique moderne. Le premier est l'expansion de l'univers. Nous avons parlé de ça dans notre documentaire sur le vide de l'univers. L'espace lui-même s'étend, et il peut s'étendre plus vite que la lumière. Les galaxies très lointaines s'éloignent de nous à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace plus vite que la lumière, mais parce que l'espace entre nous et elles s'étend. La distinction est cruciale. La relativité d'Einstein dit que rien ne peut se déplacer dans l'espace plus vite que la lumière. Elle ne dit rien sur la vitesse à laquelle l'espace lui-même peut s'étendre. L'espace n'est pas soumis à la limite de vitesse qu'il impose aux objets qui s'y déplacent. C'est comme une fourmi marchant sur un élastique qu'on étire. La fourmi ne court pas vite, mais si l'élastique s'étire assez vite, la distance entre deux points peut augmenter plus vite que la fourmi ne peut marcher. La vitesse d'expansion de l'espace n'a aucune limite théorique. Pendant l'inflation cosmique, dans les premiers instants après le Big Bang, l'espace s'est étendu d'un facteur d'au moins 10 puissance 26 en une fraction de seconde, absolument incompréhensible. Des vitesses d'expansion billions de fois supérieures à la vitesse de la lumière. Sans violer la relativité, sans envoyer d'informations plus vite que la lumière, sans créer de paradoxe temporel, parce que c'était l'espace qui s'étendait, pas des objets qui se déplaçaient dans l'espace. Le deuxième phénomène est encore plus troublant. L'intrication quantique. Deux particules peuvent être intriquées, liées de façon telle que l'état de l'une détermine instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Quand tu mesures l'une, l'autre prend immédiatement un état défini, pas après un délai proportionnel à la distance, instantanément. En 2017, une équipe de physiciens chinois a réalisé une expérience extraordinaire. Ils ont envoyé des paires de photons intriqués depuis un satellite en orbite à 1400 km de hauteur. Un photon atterrissait dans une station au sol, l'autre dans une station distante de 1200 km. Quand l'un était mesuré, l'autre prenait immédiatement l'état correspondant, instantanément, sur 1200 km, beaucoup plus vite que la lumière. Mais, et c'est crucial, cette corrélation instantanée ne peut pas être utilisée pour transmettre de l'information. Tu ne peux pas choisir quel état tu vas trouver dans ta particule. Le résultat est aléatoire. Et c'est précisément ce caractère aléatoire qui empêche l'information de voyager plus vite que la lumière. Pour que l'autre personne sache ce que tu as trouvé, tu dois lui envoyer un message classique, limité par la vitesse de la lumière, lui disant quel résultat tu as obtenu. L'intrication quantique est plus rapide que la lumière, mais elle ne peut pas transporter d'informations plus vite que la lumière. La distinction entre
aller plus vite que la lumière et transporter de l'information plus vite que la lumière est au cœur de tout ce sujet. Le troisième phénomène est moins connu, mais tout aussi fascinant. L'ombre d'un projecteur. Imagine un projecteur très puissant pointé vers la Lune. Si tu fais pivoter ce projecteur suffisamment vite, l'ombre ou le spot lumineux sur la surface de la Lune peut se déplacer plus vite que la lumière. Pas parce que quelque chose va réellement plus vite que la lumière, mais parce que le spot lumineux n'est pas une chose. C'est un pattern, une abstraction, pas un objet physique qui transporte de la masse ou de l'information d'un point à l'autre. Les différents photons qui forment le spot à différents moments n'ont aucune relation causale entre eux. Il n'y a pas de transfert d'information. Juste une corrélation mathématique entre des points distants créés par la géométrie. Le quatrième phénomène est peut-être le plus contre-intuitif, la vitesse de phase des ondes. Dans certains milieux, la vitesse de phase d'une onde lumineuse peut dépasser 299 792 458 mètres par seconde. Ce n'est pas la vitesse à laquelle l'énergie ou l'information voyage. C'est la vitesse à laquelle les crêtes de l'onde se déplacent. Et dans certains milieux, notamment dans les plasmas ou dans certaines structures optiques spéciales, cette vitesse de phase peut dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. Des expériences ont montré des vitesses de phase de plusieurs fois la vitesse de la lumière, sans violer la relativité, sans transporter d'informations plus vite que la lumière. Parce que la vitesse de phase n'est pas la vitesse à laquelle l'information voyage. La vitesse de l'information est la vitesse de groupe qui reste en dessous de la vitesse de la lumière. Chacun de ces phénomènes révèle quelque chose d'important. La limite de la vitesse de la lumière n'est pas une limite sur le mouvement ou le changement en général. C'est une limite sur le transfert d'informations et d'énergie par des objets ayant une masse. L'univers est plus riche et plus subtil que la formule simple « rien ne va plus vite que la lumière ». Voici maintenant quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. La vitesse que nous appelons la vitesse de la lumière. 299 792 458 mètres par seconde est la vitesse de la lumière dans le vide parfait, dans l'espace vide entre les étoiles, loin de toute matière. Mais la lumière ne voyage presque jamais dans un vide parfait. Et quand elle traverse n'importe quel milieu autre que le vide, elle ralentit, parfois légèrement, parfois dramatiquement. Dans l'air à pression atmosphérique normale, la lumière ralentit très légèrement, à environ 99,97% de sa vitesse dans le vide, pratiquement imperceptible. Dans l'eau, elle ralentit à environ 75% de sa vitesse dans le vide. Dans le verre, à environ 67%. Dans le diamant, à seulement 41% de sa vitesse dans le vide. Et dans certains milieux spéciaux créés en laboratoire, la lumière peut ralentir beaucoup plus dramatiquement. En 1999, la physicienne Lynn Howe et son équipe à Harvard ont réalisé quelque chose d'extraordinaire. Ils ont ralenti un faisceau de lumière à 17 mètres par seconde. 17 mètres par seconde. La vitesse normale de la lumière est de 299 792 458 mètres par seconde. Ils ont ralenti la lumière à environ
1/17e de millionième de sa vitesse normale, soit environ 17 millions de fois plus lentement. Une personne à vélo roule à environ 5 mètres par seconde. Ce faisceau de lumière ralenti se déplaçait à peine plus vite qu'une personne à vélo. Ils ont accompli cela en utilisant un état de matière exotique appelé condensat de Bose-Einstein, en refroidissant des atomes de sodium à une température de quelques nanokelvins au-dessus du zéro absolu. Ils ont créé un milieu dans lequel la lumière se déplaçait à des vitesses infimes. Et en 2001, la même équipe a fait encore mieux. Ils ont complètement arrêté la lumière. Pas seulement ralenti, arrêté. Un faisceau de lumière a été absorbé dans ce milieu ultra froid, stocké sous forme d'information dans les états quantiques des atomes, puis réémis quelques millisecondes plus tard. La lumière stockée, figée, puis relâchée. Comme si tu pouvais mettre de la lumière en bouteille. Et en 2013, des physiciens de l'université Darmstadt en Allemagne ont stocké de la lumière pendant 1 minute entière, 60 secondes. La lumière arrêtée pendant 1 minute. Ces expériences révèlent quelque chose de profond. Quand nous disons la vitesse de la lumière, nous parlons d'une propriété fondamentale de l'espace-temps, pas vraiment de la lumière elle-même. La lumière sous forme de photons se déplace toujours assez dans le vide, mais quand elle pénètre dans un milieu, elle interagit avec les atomes de ce milieu. Elle est absorbée et réémise continuellement. Ce processus prend du temps. Et c'est ce temps supplémentaire qui ralentit le trajet effectif de la lumière à travers le milieu. Les photons individuels se déplacent toujours assez entre les interactions, mais le signal lumineux global voyage plus lentement à cause de toutes ces interactions. Ce n'est pas vraiment la lumière qui ralentit, c'est le chemin qu'elle emprunte qui devient plus long et plus tortueux. Voici maintenant une question qui, dans les cercles scientifiques mainstream, est presque taboue et qui est pourtant extrêmement sérieuse. La vitesse de la lumière a-t-elle toujours été la même tout au long de l'histoire de l'univers? La réponse officielle est oui. La vitesse de la lumière est une constante fondamentale de la nature. Elle ne change pas. Elle ne peut pas changer. Mais cette certitude est peut-être moins solide qu'il n'y paraît. Commençons par comprendre ce que signifie dire que la vitesse de la lumière est constante. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une propriété de la lumière. Elle est liée à d'autres constantes fondamentales de la nature. Elle est liée à la permittivité du vide et à la perméabilité du vide. 2 constantes électromagnétiques. La relation est exacte. C est égal à 1 divisé par la racine carrée du produit de ces 2 constantes. Dire que la vitesse de la lumière est constante, c'est dire que ces constantes électromagnétiques fondamentales ne changent pas. Mais sont-elles vraiment constantes? En 1998, l'astronome australien John Webb et son équipe ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont étudié la lumière de quasars très lointains. Les quasars sont des noyaux galactiques extraordinairement brillants, alimentés par des trous noirs supermassifs. Ils sont si lumineux qu'on peut les voir à des milliards d'années-lumière. Et la lumière qu'ils émettent traverse des nuages de gaz à différentes distances avant d'arriver jusqu'à nous. Ces nuages de gaz absorbent certaines longueurs d'onde de la lumière. Les longueurs d'onde absorbées dépendent des propriétés atomiques des atomes dans le nuage. Et ces propriétés atomiques dépendent d'une constante fondamentale, appelée la constante de structure fine.
Cette constante, souvent notée alpha, détermine la force des interactions électromagnétiques entre les particules chargées. Elle est liée à la vitesse de la lumière, à la charge de l'électron et à la constante de Planck. Si alpha changeait, les longueurs d'onde absorbées changeraient. Webb et son équipe ont analysé la lumière de plus de 100 quasars à différentes distances. Et ils ont trouvé quelque chose qui a provoqué une controverse intense dans la communauté scientifique. Les longueurs d'onde absorbées dans la lumière des quasars lointains semblaient légèrement différentes de celles qu'on observerait avec la valeur actuelle d'alpha. La différence était infime, environ 6 parties par million, mais elle était statistiquement significative et elle suggérait qu'alpha aurait pu être légèrement différent dans le passé lointain de l'univers. Si alpha a changé et si la vitesse de la lumière est liée à alpha, alors la vitesse de la lumière aussi aurait pu changer. Cette étude a suscité un débat énorme. Certains scientifiques ont argué que les observations de Webb pouvaient être expliquées par des erreurs systématiques dans les mesures. D'autres ont trouvé des indications similaires dans d'autres données. Certaines études ont trouvé des variations d'alpha dans une direction de l'univers, mais pas dans l'autre, ce qui suggérerait que les constantes fondamentales varient non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, différentes dans différentes directions, différentes dans différentes régions de l'univers. Si cela était confirmé, ce serait révolutionnaire. Ce serait la fin de l'idée que les lois de la physique sont universelles, identiques partout et en tout temps. Nous n'en sommes pas là. La question de la variabilité des constantes fondamentales reste ouverte, non résolue, activement débattue. Mais le fait même qu'elle soit sérieusement discutée par des physiciens de premier plan révèle quelque chose d'important. La certitude absolue que nous attachons à la vitesse de la lumière repose sur des suppositions raisonnables, des suppositions bien soutenues par les données actuelles, mais des suppositions quand même. Maintenant, voici une idée radicale qui a été proposée par certains physiciens sérieux et qui résoudrait plusieurs problèmes fondamentaux de la cosmologie. L'idée s'appelle VSL, Varying Speed of Light, la vitesse variable de la lumière. Elle a été proposée indépendamment par plusieurs physiciens, notamment João Magejo du Imperial College de Londres et Andreas Albrecht de l'Université de Californie. L'idée centrale est simple mais révolutionnaire. Juste après le Big Bang, dans les premiers instants de l'univers, la vitesse de la lumière était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, peut-être billions de fois plus grande, et elle a ensuite ralenti pour atteindre sa valeur actuelle. Pourquoi proposer une telle idée? Parce qu'elle résoudrait élégamment plusieurs problèmes cosmologiques qui résistent à d'autres solutions. Le premier problème est l'horizon cosmique, le fond diffus cosmologique. La lumière laissée par le Big Bang est remarquablement uniforme dans toutes les directions. Nous avons parlé de ça dans notre documentaire sur le vide de l'univers. Mais voici le problème. Des régions opposées du ciel visible, séparées par des milliards d'années-lumière, ont la même température, à une partie sur 100 000 près. Si la lumière n'a pu voyager qu'à sa vitesse actuelle depuis le Big Bang, ces régions n'ont jamais pu être en contact causal, elles n'ont jamais pu échanger de chaleur pour s'équilibrer. Comment peuvent-elles avoir la même température avec une telle précision si elles n'ont jamais communiqué? La solution standard est l'inflation cosmique que nous avons également mentionnée. Mais la VSL offre une alternative.
si la lumière allait beaucoup plus vite juste après le Big Bang, toutes les régions de l'univers primitif auraient pu être en contact. La chaleur aurait pu se distribuer uniformément avant que la vitesse de la lumière ne ralentisse. Le deuxième problème que la VSL résoudrait est le problème de la platitude. Nous observons que l'univers est géométriquement plat à très haute précision. Mais la platitude est instable dans la cosmologie standard. L'univers doit avoir été initialisé avec une platitude extraordinairement précise pour être aussi plat aujourd'hui. Ce réglage fin semble improbable sans explication. La VSL fournirait cette explication. Une vitesse de lumière beaucoup plus élevée dans le passé modifierait les équations d'évolution de l'univers de façon à expliquer naturellement la platitude observée. Le troisième problème concerne la constante cosmologique, la valeur de l'énergie du vide que nous avons mentionnée dans notre documentaire sur le vide de l'univers. La théorie quantique prédit qu'elle devrait être 10 puissance 120 fois plus grande que ce qu'on observe. C'est le pire désaccord de toute la physique. Certaines versions de la VSL proposent des mécanismes qui atténueraient ce problème. João Magueijo a développé ces idées dans un livre intitulé Faster than the Speed of Light, publié en 2003. Et ces idées ont été développées en théorie mathématique formelle, publiée dans des journaux scientifiques révisés par les pairs. En 2016, une version particulière de la théorie 100SL a prédit une signature spécifique dans le fond diffus cosmologique. En 2020, des mesures plus précises du fond diffus ont trouvé des indications cohérentes avec cette prédiction. Pas une confirmation définitive, mais une indication. La VSL est une théorie minoritaire. La plupart des physiciens préfèrent l'inflation cosmique comme solution au problème de l'horizon. Mais la VSL est prise au sérieux. Elle est publiée dans des journaux sérieux. Elle fait des prédictions testables. Et elle n'est pas encore réfutée. Maintenant, explorons quelque chose que la plupart des gens n'ont pas vraiment intégré sur la relativité. Quelque chose qui est parfaitement bien établi, parfaitement confirmé expérimentalement, et pourtant fondamentalement contre-intuitif. Le temps s'écoule différemment selon la vitesse à laquelle tu te déplaces et selon la force du champ gravitationnel dans lequel tu te trouves. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une façon de parler, c'est littéralement vrai. Le temps est relatif. Commençons par la dilatation temporelle due à la vitesse. Si tu te déplaces très vite, le temps s'écoule plus lentement pour toi que pour quelqu'un qui se déplace moins vite. Pas parce que tu ressens les choses différemment, pas parce que ta perception du temps change, mais parce que le temps lui-même s'écoule plus lentement. Tes processus biologiques ralentissent, tes atomes oscillent moins vite, tu vieillis moins vite. C'est le paradoxe des jumeaux. Si tu pars dans un vaisseau spatial à 90% de la vitesse de la lumière, fais un long voyage et reviens. Moins de temps aura passé pour toi que pour ton jumeau resté sur Terre. Non pas parce que tu as voyagé pendant moins longtemps du point de vue d'une horloge externe, mais parce que le temps lui-même s'est écoulé plus lentement à bord de ton vaisseau. À 90% de la vitesse de la lumière, le temps s'écoule à environ 44% du rythme normal. Si tu voyages pendant 10 ans à cette vitesse, selon une horloge externe, seulement 4,4 ans s'écoulent pour toi. Ce n'est pas une expérience de pensée,
c'est une réalité mesurée. Les particules subatomiques créées dans les rayons cosmiques dans la haute atmosphère ont une demi-vie très courte. Elles devraient se désintégrer avant d'atteindre le sol. Et pourtant, on les détecte au sol. Comment? Parce qu'elles voyagent si vite que leur temps interne est dilaté. Elles vivent plus longtemps mesurées en temps terrestre parce que leur temps interne s'écoule plus lentement. Et la dilatation gravitationnelle du temps est tout aussi réelle. Dans un champ gravitationnel plus fort, le temps s'écoule plus lentement. Près d'un trou noir, le temps ralentit dramatiquement. À l'horizon des événements, le temps s'arrête pratiquement. Mais même la différence de gravité entre le sol et une altitude de quelques kilomètres crée une dilatation temporelle mesurable. Les satellites GPS doivent corriger pour cet effet. Les horloges atomiques à bord des satellites GPS avancent d'environ 38 microsecondes par jour par rapport aux horloges au sol. 38 microsecondes par jour. Ce n'est pas beaucoup, mais sans correction, les GPS seraient décalés de plusieurs kilomètres après seulement quelques jours. Le GPS que tu utilises sur ton téléphone fonctionne correctement parce que les ingénieurs ont appliqué les corrections de la relativité restreinte et générale. La relativité n'est pas une théorie abstraite. C'est le fondement de la technologie que tu utilises quotidiennement. Et tout cela découle de la vitesse de la lumière, de sa constance, du fait que tout le monde la mesure identique. La relativité est la conséquence logique inévitable d'une vitesse de la lumière constante pour tous les observateurs. Maintenant, la question que tout le monde veut poser, est-ce qu'un vaisseau spatial pourra jamais aller plus vite que la lumière, atteindre une autre étoile en quelques années au lieu de dizaines de milliers? La réponse courte est pas en se déplaçant dans l'espace de la façon dont nous le comprenons actuellement. L'augmentation de masse vers l'infini à mesure qu'on approche de la vitesse de la lumière semble absolument prohibitive. Mais il existe une façon théorique de contourner cette limite. Pas de la violer, de la contourner. En 1994, le physicien mexicain Miguel Alcubierre publia un article dans la revue Classical and Quantum Gravity. Il décrivit une solution mathématique aux équations de la relativité générale qui permettrait un voyage superluminique. Le concept est aujourd'hui connu sous le nom de moteur Alcubierre ou Warp Drive. L'idée est ingénieuse. Au lieu de faire se déplacer le vaisseau spatial dans l'espace, on ferait se déplacer l'espace lui-même. On compresserait l'espace en avant du vaisseau et on l'expandrait en arrière. Le vaisseau serait dans une bulle d'espace-temps qui se déplace. À l'intérieur de la bulle, le vaisseau serait en repos relatif. Il ne se déplace pas dans l'espace. C'est l'espace qui se déplace. Et l'espace peut se déplacer plus vite que la lumière, comme nous l'avons vu avec l'inflation cosmique. C'est exactement le même principe. Donc, théoriquement, il n'y a pas de violation de la relativité. L'équipage à bord ne ressentirait pas d'accélération, ne serait pas soumis à une masse infinie. L'espace lui-même fait tout le travail. Cette solution est mathématiquement valide. Elle satisfait les équations d'Einstein. Mais elle a des problèmes pratiques colossaux. Pour créer cette bulle d'espace-temps, il faudrait de la matière à énergie négative. Une forme de matière qui a une masse négative, une énergie négative. Quelque chose qui repousse la gravité au lieu de l'attirer. Ce type de matière n'a jamais été observé en quantité macroscopique. L'énergie du vide quantique crée des effets d'énergie négative
à très petite échelle, mais les quantités nécessaires pour un moteur Alcubierre sont astronomiques. Des calculs initiaux suggéraient qu'il faudrait une quantité d'énergie équivalente à la masse de la planète Jupiter, mais en énergie négative. Des raffinements ultérieurs ont réduit les exigences, mais elles restent colossales. Et il y a d'autres problèmes. Comment contrôlerait-on la bulle de l'intérieur? Aucun signal, pas même la lumière, ne peut sortir de la bulle vers l'avant pour indiquer au mécanisme de création de la bulle où elle est. Le problème de la causalité ressurgit. Un vaisseau voyageant plus vite que la lumière pourrait théoriquement contredire la causalité, permettre des paradoxes temporels. En 2012, la NASA a créé un groupe de recherche sur les propulsions avancées, parfois appelé EagleWorks, qui a exploré ces idées. Le physicien Harold White a travaillé sur des raffinements théoriques du concept Alcubierre. Et en 2021, un chercheur indépendant, Eric Lentz, a proposé une nouvelle classe de solutions warp qui n'exigerait pas d'énergie négative, uniquement des formes d'énergie positive ordinaires. Même si les quantités nécessaires restent hors de portée de notre technologie actuelle, la recherche continue. Pas parce que les physiciens croient qu'on va construire un warp drive la semaine prochaine, mais parce que l'exploration théorique de ce qui est possible dans le cadre de la physique connue est fondamentalement précieuse. Voici maintenant quelque chose d'encore plus étrange, quelque chose qui est une possibilité théorique légitime dans le cadre de la physique des particules, les tachyons, des particules hypothétiques qui voyageraient toujours plus vite que la lumière, pas parfois, pas dans des conditions spéciales, toujours, et qui ne pourraient jamais aller moins vite que la lumière, exactement à l'opposé des particules ordinaires. Les particules ordinaires ne peuvent jamais atteindre la vitesse de la lumière par accélération. Les tachyons ne pourraient jamais descendre en dessous de la vitesse de la lumière par décélération. La vitesse de la lumière serait leur limite inférieure, pas leur limite supérieure. L'idée a été développée par le physicien américain Gerald Feinberg dans les années 1960. Dans le cadre mathématique de la relativité, les tachyons correspondraient à des particules avec une masse imaginaire, pas une masse très petite ou très grande, une masse imaginaire au sens mathématique du terme, la racine carrée d'un nombre négatif, mathématiquement cohérent, physiquement troublant. Ce type de masse est parfois appelé masse complexe ou masse tachyonique. La relativité ne dit pas que ces particules ne peuvent pas exister. Elle dit simplement que des particules avec une masse au repos réel ne peuvent pas franchir la barrière de la vitesse de la lumière. Les tachyons ne franchissent pas cette barrière. Ils sont nés de l'autre côté. Ils ont toujours été plus rapides que la lumière. Il n'y a pas de franchissement. Il n'y a pas de violation. Juste deux domaines séparés, en dessous de la vitesse de la lumière, la matière ordinaire. Au-dessus, les tachyons hypothétiques, la vitesse de la lumière, la frontière entre ces deux domaines infranchissables dans les deux sens. Mais les tachyons poseraient un problème fondamental s'ils existaient. Ils permettraient, en théorie, d'envoyer des informations dans le passé, des paradoxes temporels, des effets avant leur cause, ce qui est généralement considéré comme physiquement inadmissible. La plupart des physiciens pensent donc que les tachyons n'existent pas dans notre univers précisément pour cette raison. Mais il y a un phénomène réel et bien connu en physique des particules
qui utilise le concept de masse tachyonique, pas pour des particules voyageant dans l'espace, mais pour décrire des instabilités dans les champs quantiques. Le boson de Higgs, découvert en 2012 au Grand Collisionneur de Hadron, est associé à un champ qui présente ce qu'on appelle une masse tachyonique dans certaines conditions. Cette masse tachyonique du champ de Higgs est précisément ce qui explique la brisure de symétrie électrofaible, ce qui donne leur masse aux autres particules. Pas des tachyons voyageant plus vite que la lumière, mais la même structure mathématique utilisée pour décrire quelque chose de réel et de fondamental dans la physique des particules. Le langage des tachyons est plus profondément ancré dans la physique réelle qu'on ne le pense généralement. Voici maintenant peut-être la chose la plus étrange et la plus profonde que la physique nous dit sur la lumière. Et c'est quelque chose dont on parle rarement parce que ça remet en question notre compréhension intuitive du temps. Du point de vue d'un photon, le temps ne s'écoule pas du tout. Rappelons la dilatation temporelle. Plus tu vas vite, plus le temps s'écoule lentement pour toi. À 90% de la vitesse de la lumière, le temps s'écoule à 44% du rythme normal, à 99%, à environ 14%, à 99,9%, à environ 4,5%, à 99,99%, à environ 1,4%. Si tu extrapolais vers 100% de la vitesse de la lumière, le temps s'écoulerait à 0% du rythme normal. Le temps s'arrêterait complètement. Maintenant, un photon se déplace exactement à la vitesse de la lumière. Donc du point de vue d'un photon, le temps ne s'écoule pas. Pas très lentement, pas infiniment lentement, pas du tout. Le photon qui quitta le Soleil il y a 8 minutes, d'après notre perspective, et qui arrive maintenant sur ta rétine, a vécu cette trajectoire sans expérience du temps. Du point de vue du photon, il a quitté le Soleil et atteint ta rétine simultanément, sans délai, sans voyage. Pour le photon, il n'y a pas d'espace à traverser. L'espace se contracte à zéro dans la direction du mouvement quand on atteint la vitesse de la lumière. Ce photon, qui a voyagé 150 millions de kilomètres depuis le Soleil jusqu'à toi, l'a fait dans un espace subjectivement nul, en un temps subjectivement nul. La lumière ne voyage pas dans l'espace et le temps. Elle est d'une certaine façon, en dehors du temps, perpétuellement dans son moment de création. Ce n'est pas une métaphore philosophique, c'est la conséquence mathématique directe de la relativité restreinte. Et maintenant, étends cette idée. Quand tu regardes une étoile à 1000 années-lumière, tu vois la lumière qu'elle a émise il y a 1000 ans. D'après notre perspective, d'après la perspective du photon qui t'arrive maintenant, il y a eu 0 temps entre son émission et son arrivée dans ton œil. Il n'a jamais été dans le passé de cette étoile. Il n'a jamais voyagé. Il est simultanément à l'étoile et dans ton œil. Cette idée, poussée à ses limites logiques, suggère quelque chose d'extraordinaire. La lumière qui remplit l'univers ne vit pas dans le temps. Elle connecte des événements séparés dans le temps sans jamais eux-mêmes exister dans le temps. La lumière qui te parvient de galaxies à des milliards d'années-lumière est dans un état de présence éternelle, depuis sa création jusqu'à son absorption. Pour elle, l'univers entier est simultané. Ce paradoxe profond entre notre expérience du temps, comme quelque chose qui s'écoule, et la nature intemporelle de la lumière est au cœur des questions les plus profondes de la physique et de la philosophie. Voici maintenant
la rencontre la plus dramatique entre la lumière et les limites de la physique. Les trous noirs. Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si intense que rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Mais pourquoi la lumière ne peut-elle pas s'échapper d'un trou noir si elle n'a pas de masse? La réponse révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la lumière et de l'espace-temps. Dans la relativité générale, la gravité n'est pas une force au sens newtonien. La gravité est une courbure de l'espace-temps. Les objets massifs courbent l'espace-temps autour d'eux, et d'autres objets, y compris la lumière, suivent les courbes de l'espace-temps. La lumière se déplace toujours en ligne droite dans l'espace-temps. Mais si l'espace-temps est courbé, la trajectoire de la lumière est courbée aussi. Pas parce que la lumière est déviée par une force, mais parce que les lignes droites elles-mêmes sont courbées. Près d'un trou noir, l'espace-temps est si fortement courbé que toutes les lignes droites pointent vers l'intérieur. Il n'y a plus de direction vers l'extérieur dans un espace-temps aussi courbé. Toutes les trajectoires, y compris celles de la lumière, pointent vers la singularité. À l'horizon des événements, la frontière du trou noir, même la lumière qui essaie de s'échapper, se retrouve suspendue. Sa trajectoire est précisément à la limite. Ni s'échapper, ni tomber, simplement rester à l'horizon pour toujours. Du point de vue d'un observateur lointain, la lumière qui se rapproche de l'horizon des événements semble ralentir. Ses oscillations se ralentissent. Elle est décalée vers le rouge, vers des longueurs d'onde plus longues, vers des fréquences plus basses, vers des énergies plus faibles. Et à l'horizon lui-même, du point de vue d'un observateur lointain, tout semble s'arrêter, figé pour l'éternité. Mais du point de vue d'un observateur qui tombe dans le trou noir, rien d'extraordinaire ne se passe en franchissant l'horizon. Il traverse l'horizon sans même le remarquer. Aucun signe visible, aucun mur de feu. Juste l'inéluctabilité de l'attraction vers la singularité qui l'attend. En 1974, Stephen Hawking découvrit que les trous noirs émettaient quand même de la radiation. Le fameux rayonnement de Hawking, dont nous avons parlé dans notre documentaire sur le vide de l'univers. Ce rayonnement implique que des photons s'échappent effectivement des régions proches de l'horizon des événements grâce à des effets quantiques. Pas en traversant l'horizon, pas en violant la relativité, mais par des processus quantiques à la frontière même entre l'intérieur et l'extérieur. Les trous noirs ne sont pas noirs au sens absolu. Ils rayonnent, très faiblement pour les grands trous noirs, mais ils rayonnent. Et c'est la lumière elle-même, ou plutôt des photons créés par les effets quantiques de l'horizon qui s'échappent. Nous avons exploré ce soir des aspects de la vitesse de la lumière que peu de gens connaissent, des aspects qui révèlent à quel point notre compréhension de quelque chose d'aussi simple qu'une vitesse est en réalité profonde, complexe et fondamentalement liée à la structure de l'univers. Faisons le bilan de ce que nous avons appris. La vitesse de la lumière dans le vide est 299 792 458 mètres par seconde. Mais cette vitesse n'est pas vraiment la vitesse de la lumière. C'est la vitesse à laquelle la causalité peut se propager dans l'univers. C'est la vitesse structurelle de l'espace-temps lui-même. La lumière voyage à cette vitesse dans le vide parce qu'elle n'a pas de masse, pas parce qu'elle est spéciale. Toute particule sans masse voyagerait à cette vitesse. Des gravitons, s'ils existent,
tout rayonnement électromagnétique. La lumière est un représentant pratique de cette vitesse fondamentale. Mais ce n'est pas elle qui définit cette vitesse. C'est la structure de l'espace-temps qui la définit. Et cette vitesse peut être dépassée dans des cas spécifiques. L'expansion de l'espace, l'intrication quantique, les vitesses de phase, l'ombre d'un projecteur, sans violer la relativité, sans envoyer d'informations dans le passé, sans briser la causalité. Parce que la vraie règle n'est pas « rien ne va plus vite que la lumière ». La vraie règle est « l'information causale ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide ». Et cette distinction ouvre des possibilités fascinantes. La vitesse de la lumière est peut-être variable. Elle l'était peut-être dans le passé lointain de l'univers. Elle est peut-être différente dans différentes régions de l'univers. Les données actuelles ne permettent pas de trancher définitivement. Mais les questions sont ouvertes. Et dans la science, les questions ouvertes sont toujours plus passionnantes que les certitudes fermées. Terminons par la question qui motive toute cette exploration. Si nous voulons atteindre les étoiles un jour, si nous voulons sortir du système solaire et explorer d'autres mondes, comment allons-nous contourner la limite de la vitesse de la lumière? Nous avons parlé dans notre documentaire sur Mars de la difficulté déjà immense d'atteindre la planète rouge. Mais les étoiles sont dans une autre catégorie complètement. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche, est à 4,24 années-lumière. À la vitesse de voyager 1, environ 17 km par seconde, il faudrait environ 70 000 ans pour y arriver. Pour rendre le voyage faisable à l'échelle humaine, il faudrait voyager à une fraction significative de la vitesse de la lumière, 10% de c, soit environ 30 000 km par seconde. À cette vitesse, le voyage jusqu'à Proxima Centauri prendrait environ 42 ans. Un défi considérable, mais pas impossible en théorie pour une mission robotique. Quelques projets sérieux explorent cette possibilité. Le projet Breakthrough Starshot, financé par le milliardaire Yuri Milner et soutenu par Stephen Hawking avant sa mort, propose d'envoyer de minuscules sondes laser vers Proxima Centauri à 20% de la vitesse de la lumière. Ces sondes, de la taille d'un timbre-poste, seraient propulsées par des lasers depuis la Terre. Le voyage prendrait environ 20 ans. Le signal de retour, voyageant à la vitesse de la lumière, prendrait 4 ans supplémentaires. Donc, 24 ans après le lancement, on pourrait recevoir les premières données de Proxima Centauri. Les défis techniques sont immenses. Des lasers d'une puissance de l'ordre du gigawatt, des sondes assez légères et robustes pour survivre à l'accélération et au voyage interstellaire, des systèmes de communication sur des distances de plusieurs années-lumière. Mais le principe est solide. Il ne nécessite pas de nouveau physique, juste une ingénierie extraordinairement avancée. Et pour des voyages humains interstellaires, les solutions sont plus spéculatives, mais pas complètement irréalistes. Le sommeil artificiel pour réduire les besoins en ressources pendant un voyage de plusieurs décennies. Les vaisseaux générationnels où plusieurs générations naissent et meurent pendant le voyage. Les formes exotiques de propulsion que nous explorons dans la recherche théorique. Et peut-être, dans le très long terme, des percées théoriques sur la nature de l'espace-temps qui ouvriraient de nouvelles possibilités. Le moteur Alcubierre reste pour l'instant une curiosité mathématique. Mais les mathématiques précèdent souvent la physique et l'ingénierie. Les équations de Maxwell ont précédé les technologies électromagnétiques
de plusieurs décennies. Les équations d'Einstein ont précédé les applications de la relativité dans le GPS de plusieurs décennies. Les équations de Schrödinger ont précédé les technologies quantiques de plusieurs décennies. Peut-être que les solutions warp restent pour l'instant impossibles à réaliser, mais elles existent mathématiquement. Et dans l'histoire de la physique, ce qui existe mathématiquement a souvent fini par exister physiquement. Voici une dernière réflexion que peu de gens font. La vitesse de la lumière n'est pas seulement fondamentale pour la physique, elle est fondamentale pour notre expérience de la réalité, pour notre conscience elle-même. Les signaux nerveux dans ton cerveau voyagent à environ 100 mètres par seconde. C'est la vitesse à laquelle l'information se propage dans tes neurones. Cette vitesse limite la taille possible d'un cerveau capable de pensées cohérentes. Si un cerveau était trop grand, les signaux entre différentes parties prendraient trop longtemps. La pensée serait impossible. La conscience telle que nous la connaissons ne peut exister que dans des cerveaux d'une certaine taille maximale, dictée par la vitesse des signaux neurologiques. Mais cette vitesse est elle-même dictée par la vitesse de la lumière. Les constantes électromagnétiques qui déterminent la vitesse de la lumière déterminent aussi les propriétés des ions et des canaux ioniques dans les neurones, ce qui détermine la vitesse de propagation des signaux nerveux, ce qui détermine les contraintes sur la taille et la complexité des cerveaux, ce qui détermine les types de conscience qui peuvent exister. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une propriété de l'univers que nous observons, c'est une propriété de l'univers qui détermine ce que nous sommes, la structure même de notre conscience, la façon dont nous pensons, la rapidité avec laquelle nous traitons l'information, le type d'être que nous pouvons être. Dans un univers avec une vitesse de la lumière différente, toutes les constantes électromagnétiques seraient différentes. Les atomes seraient différents. La chimie serait différente. La biologie serait différente. La conscience, si elle existait, serait différente. Peut-être incompréhensiblement différente. Peut-être que nous ne pourrions pas la reconnaître comme conscience. Nous existons dans un univers avec une vitesse de la lumière précisément telle qu'elle est en partie, parce que cette vitesse permet l'existence d'être capable de la mesurer. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite sur notre capacité à explorer l'univers. C'est une condition de notre capacité à exister pour l'explorer. Ce soir, nous avons exploré la vérité complète sur la vitesse de la lumière. Nous avons vu comment elle a été mesurée et comment nous l'avons finalement définie plutôt que mesurée. Nous avons vu qu'elle peut être dépassée dans des conditions spécifiques sans violer la relativité. Nous avons vu que la lumière elle-même ne voyage pas toujours à cette vitesse. Nous avons exploré la possibilité que cette vitesse ait changé au cours de l'histoire de l'univers. Nous avons plongé dans la relativité et vu comment temps et espace sont déformés par la vitesse et la gravité. Nous avons exploré les tachyons et le moteur Alcubierre. Nous avons découvert que du point de vue d'un photon, le temps ne s'écoule pas. Nous avons vu comment les trous noirs piègent même la lumière en courbant l'espace-temps. Et nous avons compris que la vitesse de la lumière est une condition fondamentale de notre existence même. La vitesse de la lumière n'a pas menti, mais la version simplifiée que nous enseigne l'école a simplifié à l'excès. La réalité est infiniment plus riche, plus subtile, plus étrange et plus belle. La vraie vitesse de la lumière
n'est pas un chiffre, c'est la vitesse à laquelle l'univers peut se connaître lui-même, la vitesse à laquelle la causalité se propage, la vitesse à laquelle les connexions entre les événements peuvent s'établir, la frontière entre ce qui peut influencer quoi dans l'univers et dans les régions de l'univers où la lumière voyage librement, cette frontière détermine tout, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons connaître, ce que nous pouvons atteindre, ce que nous pouvons être. Chaque photon qui entre dans tes yeux en ce moment, chaque image que ton cerveau reconstruit depuis ces photons, chaque pensée que tu formes en regardant le monde autour de toi, tout cela est rendu possible par la vitesse de la lumière. Ce chiffre, 299 792 458 mètres par seconde, n'est pas juste une propriété de la lumière. C'est la vitesse à laquelle tu perçois le monde. C'est la vitesse à laquelle tu existes. Et si tu veux continuer à explorer ces mystères avec nous, le prochain documentaire de l'Abîme plonge dans quelque chose de tout aussi vertigineux. Ces trous noirs qui piègent la lumière pour l'éternité. Ces régions de l'univers où le temps s'arrête. Ces frontières au-delà desquelles même la physique hésite. À très bientôt dans l'Abîme.